تقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le pont reliant Dekouane à Ashrafiyeh à Beyrouth redevient praticable sur les deux voies sans danger. Toutefois, des travaux sont en cours pour résoudre momentanément les problèmes de joints de chaussée défectueux. Il a envoyé son premier tweet, c'est le patriarche maronite, le cardinal Chararaï, un tweet sur le compte Pierre qui est jeune, dans lequel il salue la jeunesse libanaise. Et à suivre également dans ce journal, nous irons en Syrie. Comme chaque jour, les frappes aériennes se poursuivent sur des secteurs dans le nord et dans l'est d'Alep, l'ex-capitale économique de Syrie. Au moins 135 personnes, dont des dizaines d'enfants, ont péri cette semaine. Et la présidence palestinienne accuse Israël de tenter de faire échouer les efforts de paix après la mort en moins de 24 heures de 2 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Je vous le disais en titre, le pont reliant Dekouane à Ashrafiyeh à Beyrouth redevient praticable sur les deux voies sans danger. Toutefois, des travaux sont en cours pour résoudre momentanément les problèmes de joints de chaussée défectueux qui ont causé des crevasses dans l'édifice. Le Conseil de développement et de reconstruction devrait ensuite engager une étude sur la structure du pont avant d'engager des travaux de rénovation. Il a envoyé son premier tweet, c'est le patriarche maronite, le cardinal Chararaï, sur son compte Pierre qui est jeune, dans lequel il salue la jeunesse libanaise. Et je cite, « Chers jeunes gens, je vois en vous l'espoir et l'avenir de l'Église et nous vous considérons comme la force régénérative des communautés dans lesquelles vous vivez. » Fin de citation. Le compte du patriarche maronite compte actuellement plus de 1500 abonnés. Les instances religieuses du monde entier voient d'un bon œil l'utilisation de Twitter par les hommes d'église. Le procureur général financier, le juge Ali Ibrahim, a interrogé ce jeudi le ministre sortant des Finances, Mohamed Safadi, sur des accusations de corruption. Le magistrat avait interrogé le ministre sortant des Travaux publics, Razia Haridi, sur cette même affaire. Les deux ministres s'étaient accusés mutuellement de corruption et de détournement de fonds à la suite des inondations survenues à Beyrouth après la tempête Alexa. Le juge Ibrahim a par ailleurs engagé des poursuites contre la société MEAS pour négligence et vandalisme après l'inondation dans le tunnel de l'aéroport de Beyrouth. Le dossier a été transféré au premier juge d'instruction du Mont-Liban. Une alerte à la bombe a provoqué l'évacuation de l'université libanaise à Zahle dans l'est du Liban. Les démineurs des forces de sécurité sont intervenus. Ils ont procédé à une fouille minutieuse des bâtiments. Résultat, il s'agissait d'un canular qui aurait été orchestré par des élèves qui tentaient de faire reporter leurs examens. Les fausses alertes à la bombe se sont multipliées ces derniers mois au Liban sur fond de tensions sécuritaires. Fin novembre, une fausse alerte à la bombe dans un bâtiment proche de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Beyrouth, près du collège protestant, avait semé la panique au sein de l'école. Amnesty International a accusé ce jeudi un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda d'enlever, de torturer et de tuer des détenus dans des prisons secrètes. L'Organisation des droits de l'homme affirme que parmi les prisonniers détenus par l'État islamique en Irak et au Levant figurent des enfants dont certains âgés d'à peine 8 ans et que les mineurs sont soumis au fouet et emprisonnés avec les adultes dans des conditions cruelles et inhumaines, puis jugés par des tribunaux appliquant la charia qui condamne à la peine capitale sans aucune procédure. Selon Amnesty, certaines personnes sont détenues pour des crimes, d'autres pour avoir fumé, eu des relations sexuelles hors mariage ou parce qu'ils appartiennent à d'autres groupes armés.
Et la Russie accuse le président Bachar el-Assad de faire monter la tension en Syrie par des déclarations sur son une éventuelle participation à l'élection présidentielle de 2014. Dans une interview à l'agence Interfax, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a appelé Assad et l'opposition à ne pas augmenter les tensions en vue de la conférence de paix Genève 2, prévue le 22 janvier en Suisse. Dans une interview fin octobre, le président syrien avait affirmé qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle il ne devait pas se représenter à la prochaine élection. Des propos qui avaient suscité la colère de l'opposition syrienne, dont l'une des conditions clés pour entamer les négociations avec le régime et le départ de Bachar el-Assad. Les frappes aériennes se poursuivent sur des secteurs dans le nord et l'est d'Alep, l'ex-capitale économique de Syrie. Au moins 135 personnes, dont des dizaines d'enfants, ont péri cette semaine dans ces raids menés la plupart du temps avec des barils d'explosifs largués à partir d'avions et d'hélicoptères. Selon Médecins sans frontières, les hôpitaux du nord de la ville, déjà démunis, sont débordés par l'afflux de victimes. Pour l'opposition syrienne, ces bombardements systématiques sur Alep démontrent le rejet par le régime de toute solution politique. Environ 200 000 Kurdes syriens sont réfugiés au Kurdistan irakien. Les autorités locales déploient de gros efforts, mais l'afflux récent de réfugiés en provenance de Syrie complique les choses. Reportage. Kawargosk, dans la province d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Ce camp de réfugiés abrite des familles syriennes arrivées en grand nombre depuis le mois d'août dernier. MSF est arrivé à cette période et depuis le 15 septembre, nous avons ouvert notre clinique au plein cœur du centre de Kawargosk, qui est un camp donc très récent, qui compte 12 400 réfugiés. La clinique MSF assure les soins de santé primaire et propose à ceux qui en ressentent le besoin des consultations avec un psychologue. En octobre, près de 4000 personnes ont bénéficié d'une consultation médicale, un tiers d'entre elles étaient des enfants. En ce qui concerne nos activités, on fait à peu près 150 consultations par jour, notamment des infections. Ce qu'on voit surtout, ce sont les infections respiratoires qui risquent certainement de s'intensifier avec l'hiver et des diarrhées. Des dispensaires mobiles permettent aussi d'offrir des soins dans d'autres camps de la zone, à Kouchtapa et d'ici quelques semaines à Dara Shakran. Avec l'arrivée de l'hiver, MSF redoute une dégradation de l'état de santé des réfugiés. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Accusé de corruption, l'ancien Premier ministre d'Égypte, Ahmed Shafik, a été acquitté aujourd'hui par un tribunal du Caire. Retour sur le plateau de l'info, la présidence palestinienne a accusé ce jeudi Israël de tenter de faire échouer les efforts de paix américains et internationaux. Et ce, après la mort en moins de 24 heures de 2 Palestiniens tués par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Les négociateurs palestiniens ont prévenu à maintes reprises qu'ils ne pourraient pas poursuivre les pourparlers avec Israël, censés durer jusqu'à la fin avril, si le nombre de personnes tuées et de démolitions de maisons par l'armée israélienne, ainsi que de constructions dans les colonies, continuait à augmenter. L'ancien Premier ministre d'Égypte, Ahmed Shafik, a été acquitté dans une affaire de corruption ce jeudi au Caire. En exil, il pourrait revenir présenter sa candidature au présidentiel de 2014. Il était accusé de corruption dans une affaire concernant une cession de terrain aux 2 fils d'Hosni Moubarak, Alaa et Gamal, et qui ont également été acquittés dans cette affaire. Il demeure toutefois accusé de corruption dans d'autres procès en cours. Des rebelles présentés comme partisans de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar ont pris ce jeudi la localité de Bor au nord de Djouba. Cette localité est tombée mardi aux mains des forces fidèles à l'ex-vice-président, en fuite depuis qu'il a été accusé dimanche de tentative de coup d'État. Un prétexte, selon lui, trouvé par le président Salva Kiir pour se débarrasser de ceux contestant son autorité. Une mission comportant plusieurs ministres est-africains mandatés par l'Union africaine est en route pour la capitale Djouba pour tenter de mettre fin au combat entre factions rivales de l'armée qui menacent, selon des analystes, de faire plonger le jeune pays dans la guerre civile. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un Américain de 25 ans qui participait à une loterie mondiale organisée pour la sauvegarde de la ville de Tyr au Liban est reparti avec un véritable Picasso qu'il a payé 100 €. La valeur du tableau est estimée à $1 million. Le tirage
au sort parmi quelques 40 000 bulletins participants. C'est déroulé à Paris. Le gagnant, domicilié en Pennsylvanie, travaille dans une société de sécurité incendie. Un homme a tenté de s'immoler par le feu sur la place Saint-Pierre ce matin. L'homme de 51 ans, dont l'identité n'a pas été révélée et les motivations ne sont pas connues, a versé le contenu d'une bouteille d'un liquide inflammable sur ses vêtements. Il est hospitalisé dans un état grave dans un hôpital romain. La justice italienne a ouvert une enquête. La deuxième plus grosse cagnotte du loto américain Mega Millions, s'élevant à 636 millions de dollars, a été remportée par deux gagnants, dont l'un s'est aussitôt fait connaître. Ira, de son nom, a remporté la cagnotte. Donc, je vous rappelle, 636 millions de dollars. Et maintenant, je vous le disais, en de nombreux endroits de la République centrafricaine, la population est toujours en proie aux violences. À Bossangoa, dans le nord du pays, 28 000 personnes se sont réfugiées dans l'enceinte de la mission catholique. Reportage. Kawargosk, dans la province d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Ce camp de réfugiés abrite des familles syriennes arrivées en grand nombre depuis le mois d'août dernier. MSF est arrivé à cette période et depuis le 15 septembre, nous avons ouvert notre clinique au plein cœur du centre de Kawargos, qui est un camp donc très récent, qui compte 12 400 réfugiés. La clinique MSF assure les soins de santé primaire et propose à ceux qui en ressentent le besoin des consultations avec un psychologue. En octobre, près de 4000 personnes ont bénéficié d'une consultation médicale, un tiers d'entre elles étaient des enfants. En ce qui concerne nos activités, on fait à peu près 150 consultations par jour, notamment des infections. Ce qu'on voit surtout, ce sont les infections respiratoires, qui risquent certainement de s'intensifier avec l'hiver, et des diarrhées. Des dispensaires mobiles permettent aussi d'offrir des soins dans d'autres camps de la zone, à Kouchtapa et d'ici quelques semaines à Dar Chakran. Avec l'arrivée de l'hiver, MSF redoute une dégradation de l'état de santé des réfugiés. Vous l'aurez compris, nous avons un petit souci donc de sujet, veuillez nous en excuser. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le pont reliant d'Ekouané à Achrafieh à Beyrouth redevient praticable sur les deux voies sans danger. Toutefois, des travaux sont en cours pour résoudre les problèmes. Il a envoyé son premier tweet, c'est le patriarche maronite, le cardinal Bshara Rai. Les frappes aériennes se poursuivent sur l'est et le nord d'Alep, l'ex-capitale économique de Syrie. Au moins 135 personnes, dont des dizaines d'enfants, ont péri cette semaine. Et la présidence palestinienne accuse Israël de tenter de faire échouer les efforts de paix après la mort en moins de 24 heures de 2 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura El à la barre du prochain JT. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.